Eh ben, écoutez, bonjour à tous. On est bon, Vincent, on va pouvoir démarrer? Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, on s'excuse de ce petit contretemps au niveau de la mise en place de cette webconférence. Du coup, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui virtuellement Vincent Thierry. Donc, Vincent qui a commencé en fait dans le monde de la recherche par une thèse cofinancée par le BRGM, si je ne me trompe pas, à l'Université de Besançon. C'est ça. C'est ça, et qui était aussi coordinateur de la carte UCL, et donc une thèse qui était en rapport sur la série du Chavanon, donc dans le Massif central, et notamment par l'étude du métamorphisme. Et puis donc Vincent, qui est enseignant-chercheur à l'IMT Nord-Est, qui était anciennement l'école des mines de Douai, en micro... Nord-Europe. Pardon, oui, je vais Pas de trop vite. souci. Donc, qui est donc enseignant-chercheur en microscopie appliquée aux géomatériaux, donc sur des thématiques qui sont appliquées plutôt aux matériaux de construction et aux déchets et sous-produits industriels. Et donc, Vincent a coordonné en fait la construction du dossier géochronique sur l'antimoine qui est paru en juin 2021 et donc qui nous fait le plaisir de venir présenter aujourd'hui. Donc Vincent, je te cède la parole. Merci à toi. Très bien, merci, merci Jérémy. Bonjour à tous. Alors, l'antimoine, en fait, c'est un élément qui m'a fasciné à partir du moment où, justement, quand je travaillais, je faisais des levées de terrain pour le BRGM, il se trouvait qu'il y avait une ancienne mine d'antimoine sur mon terrain. À partir du moment où j'ai trouvé un échantillon qui contenait de la stibine, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une fascination pour cet élément. Alors, le terme antimoine, tout le monde le connaît ou à peu de choses près. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'on le croise plus souvent qu'on l'imagine, comme par exemple à chaque fois qu'on craque une allumette ou quand on va assister à un feu d'artifice, vu qu'il est employé, pour certaines couleurs. Le dossier que j'ai eu le plaisir de coordonner avec un certain nombre d'auteurs, je rappelle ici le sommaire, couvre vraiment tout un panorama physico-chimique, métallogénique, géologique, historique, métallurgique, et comme c'est de coutume désormais dans Géochronique, on a une petite partie réalité terrain pour laquelle j'ai choisi de présenter assez brièvement le district de Brioude-Massiac, qui était, parce que les mines sont fermées, l'un des principaux districts antimonifères de France métropolitaine. Donc voilà, du point de vue des auteurs, on a un petit peu tous les profils, hein, des géologues, des métallogénistes, des historiens des techniques industrielles, etc. Du point de vue de la présentation rapide que je vais faire aujourd'hui, j'ai choisi de... Oui, c'est bon. J'avais un message qui s'affichait. Du point de vue de la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi de reprendre le plan que j'ai pris dans le document et de mettre en avant un certain nombre de parties. Tout d'abord, donc, du point de vue de son histoire et de ses utilisations. Alors, je vais tout de suite commencer par l'étymologie parce que dans la culture populaire, antimoine, on associe ça à la légende, comme quoi un moine qui donnait de l'antimoine au cochon et qui voyait que ça donnait un bon résultat, s'est dit, je vais en donner à mes confrères, et puis visiblement ça n'a pas marché, ils sont tous morts, d'où le terme antimoine. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que dès le XVIIe siècle, l'étymologie était controversée. On trouve, par exemple, une explication, ce serait un terme arabe, atémède. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce serait antimonos, pour dire que l'antimoine est rarement seul dans la nature, dans la mesure où, on le verra juste après, il est en général, il forme des sulfures ou des oxydes. Et l'élément antimoine était déjà connu dès l'Antiquité. Il s'appelait, par exemple, Pline l'Ancien l'appelait stibie, et un médecin grec l'appelait également stymie. Du point de vue chimique, dans la classification périodique des éléments, il est dans la 15e colonne, ce que les chimistes appellent les pnictogènes, c'est difficile à dire. C'est un métalloïde qui cristallise dans le système hexagonal, de numéro atomique 51, masse atomique 121,75, différentes valences qui existent. Également 2 isotopes connus dont la répartition est sensiblement similaire.
et il a un Clark, donc une teneur moyenne dans la croûte de 0,2 g par tonne. Je détaillerai plus tard, il y a quand même des variations suivant le type de roche que l'on considère. Alors, du point de vue des utilisations, dans l'Antiquité, on l'utilisait comme colorant, par exemple comme maquillage. On aura retrouvé des objets en antimoine en Égypte, des objets datés à 3500 ans avant notre ère. Mais ce qui a vraiment propulsé l'utilisation de l'antimoine dans l'industrie, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, parce qu'en fait, l'antimoine est utilisé comme durcisseur du plomb. Donc, à partir de là, forcément, on a cherché encore plus à exploiter de l'antimoine. Et petite anecdote intéressante, il existe encore en France le seul quotidien hebdomadaire européen qui est imprimé grâce à des caractères au plomb. C'est le Démocrate de l'Aisne, donc en région Hauts-de-France. Et ce qui est également intéressant de noter, c'est que la dernière usine qui fait de l'hydrométallurgie de l'antimoine en France est également située dans le département de l'Aisne. L'antimoine est également intimement lié à la médecine, à la pharmacie. Par exemple, les pharmaciens l'utilisaient en fait pour fabriquer ce qu'on appelle un sirop émétique. Qu'est-ce qu'un émétique? En fait, c'est un médicament que l'on utilise pour faire vomir, tout simplement. Vous avez ici un exemple de bouteille et de gobelet pour fabriquer du vin émétique et une vieille image du milieu du XVIIe siècle qui illustre parfaitement ce que produit un émétique. Et également une petite anecdote amusante tirée d'un article historique qui s'appelle L'Astibine, c'est inconnu, qui nous rappelle l'utilisation que faisaient les paysans auvergnats au début du XXe siècle avec l'utilisation un petit peu abusive du vin dans les gobelets d'antimoine, et vraisemblablement c'était peut-être un peu plus pour le vin que pour les vertus émétiques de l'antimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2011, mais la répartition n'a pas tellement changé. L'antimoine est essentiellement utilisé comme retardateur de flamme, beaucoup dans des batteries et des alliages au plomb, toujours comme durcisseur. À ce titre-là, l'antimoine, son exploitation a été intimement liée à l'industrie militaire. On le retrouve dans des plastiques, dans des verres et céramiques comme colorant. Également, une toute petite utilisation en termes de tonnage, c'est un antiparasitaire utilisé en pharmacie. Si on regarde la fiche de criticité de Mineral Info qui date de 2015, alors à ma connaissance, ça n'a pas été mis à jour, ou alors j'ai pas forcément accès à ces documents. En 2015, l'antimoine était quand même relativement hautement critique. Et compte tenu de tout le contexte dont on parle actuellement d'approvisionnement, ça ne s'est certainement pas arrangé. En 2020, 52% de la production était en Chine, avec de l'ordre de 80 000 tonnes d'antimoine métal. L'antimoine, c'est un élément. Il forme un certain nombre de minéraux dans les gisements. Le principal, le plus connu, est la stibine, donc c'est un sulfure d'antimoine. La berthierite, qui est un sulfure de fer et d'antimoine, mais il arrive également que l'on trouve dans certains gisements de l'antimoine natif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il forme également il y a énormément de minéraux secondaires, alors essentiellement des oxydes et des oxysulfures. Donc je vous ai mis ici un petit peu les plus connus, et en particulier la sénarmontite et la valentinite, qui dans certains gisements ont pu constituer le minerai en lieu et place de la stibine. Du point de vue de la métallurgie historique, on était sur ce qu'on appelle en fait de la liquation, ce qui mettait à profit, qui met toujours d'ailleurs à profit, la faible température de fusion de la stibine, vu qu'elle fond à 550 degrés. On concassait le minerai en petits morceaux qu'on mettait dans des pots percés à la base, et on récoltait la stibine fondue dans un pot non percé. Alors il fallait faire attention à pas trop chauffer pour pas volatiliser la stibine, et ça forme ce qu'on appelle en fait de l'antimoine de qualité crude. Vous avez ici en bas un exemple d'illustration, donc un fragment de pot de liquation à gauche. Au milieu, c'est une vue en coupe. Ce que vous voyez en fait, donc c'est le même échantillon à gauche et au milieu.
Ce que vous voyez qui est légèrement rouge, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris. Ce qui est légèrement rouge ici, c'est le pot en terre cuite qui est coupé. Et ce que vous avez ici à l'intérieur, c'est des fragments de minerais plus ou moins fondus, plus ou moins altérés. Et en termes de microstructure, on retrouve la stibine classique sous forme d'aiguille. La métallurgie actuelle de l'antimoine, c'est de la pyrométallurgie adaptée aux teneurs des minerais, avec ou sans étape de liquation en fonction de la teneur. Donc, si on a une forte teneur en stibine, on va faire appel à de la liquation. Sinon, on va directement passer à des fours réducteurs. Et ce qu'on appelle le régule d'antimoine, maintenant, c'est de l'antimoine métal pur à 99,9%. Il existe également de l'hydrométallurgie par lixiviation alcaline ou acide et la récupération de l'antimoine dans d'autres minerais plus complexes et également beaucoup de recyclage. Quelques mots sur la métallogénie de l'antimoine. Vous avez ici une carte de répartition des principaux districts antimonifères mondiaux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la Chine est actuellement le plus grand producteur mondial. Vous pouvez le voir ici avec le district, alors je ne sais pas comment on prononce correctement, le Shiquanchang, quelque chose comme ça. Il faut noter également que la Russie et le Kirghizistan ont des ressources très importantes, et également donc ce qu'on appelle la Bolivian Antimony Belt en Amérique du Sud. On peut noter un lien plus ou moins étroit entre les gisements d'antimoine et les zones de subduction. Ce qui est important à noter, c'est que la teneur d'un gisement d'antimoine économiquement intéressante, économiquement rentable, est en moyenne 150 000 fois supérieure aux teneurs de la croûte moyenne. Pour expliquer cela, un certain nombre de processus géologiques permettent d'expliquer les phénomènes de concentration, 3 en particulier. Les phénomènes hydrothermaux avec donc cristallisation de sulfure, oui, excusez ma faute d'orthographe, sulfure et sulfosel entre 350 et 150 degrés, magmatique, dans la mesure où l'antimoine est incompatible avec les silicates, et métamorphique, avec une délibération de l'antimoine dès les stades amphibolite, le faciès amphibolite du métamorphisme. Et vous avez ici un diagramme donc réalisé par un des contributeurs du dossier, Anthony Pochon, qui a présenté les teneurs en antimoine moyenne dans un certain nombre de lithologies. En termes de morphologie de gisements, la majorité des gisements concernent soit des filons de quartz à stibine, c'est le cas de la majorité des gisements qui sont par exemple dans le district de Brie ou de Massiac, soit des gisements de type stratoïde, où vous avez en fait, comme vous pouvez le voir sur la figure en bas à droite, des zones minéralisées en antimoine, avec intercalation au sein de structures sédimentaires préexistantes. Quelques mots sur les mines d'antimoine françaises. Cette partie du dossier est également couplée à la présentation d'un gisement en Nouvelle-Calédonie, donc malheureusement je n'ai pas le temps de présenter ici. Mais c'est quand même important de noter que la France a vraiment une histoire intimement liée à l'antimoine, puisque la France a été au début du XXe siècle le premier producteur mondial d'antimoine grâce à un certain nombre de gisements. Ici, au niveau des gisements principaux, on peut noter qu'on avait un gisement de classe mondiale, c'est la mine d'antimoine de la Lucette, qui a produit 42 000 tonnes d'antimoine métal sur sa durée de production, plus 8 700 kilos d'or. Et ce qui est intéressant, donc aussi dans cette partie du dossier, c'est de voir les différentes périodes d'exploitation de l'antimoine et de les relier à d'éventuels faits historiques. Je vous mentionnais tout à l'heure l'utilisation de l'antimoine dans l'armement, donc forcément les cours de l'antimoine ont beaucoup changé en fonction des périodes historiques. Quelques mots sur l'antimoine dans les sites
et sols, les sites et sols pollués, cette partie du dossier qui avait été réalisée par Alexandra Courtin-Nomade de Géops Paris Sud. L'antimoine, donc, comme je l'avais présenté au tout début, a différents états d'oxydation et différentes toxicités en fonction de cet état d'oxydation, même si la toxicité de l'antimoine reste relativement mal connue d'un point de vue médical. L'antimoine se concentre quand même essentiellement dans les sols, peu dans les airs et encore moins dans les eaux. Ce qui est ce que j'ai un petit peu découvert en fait en réalisant ce dossier, c'est la concentration qui peut être extrême de l'antimoine sur des sites vraiment très particuliers. Ça va être sur les sites militaires et sur les stands de tir récréatifs, donc durcisseurs de plomb, munitions forcément, où on va atteindre jusqu'à plus de 1500 fois le fond géochimique naturel sur des sites pollués. Par contre, voilà, ce sont vraiment des pollutions ponctuelles. Ce qui pose problème, ce sont naturellement les anciens sites miniers et métallurgiques, avec ou non de la réhabilitation qui est mise en place. Comme par exemple à gauche ici, la réhabilitation de tailing sur la mine d'Ouche dans le Cantal, des problématiques de drainage acide minier, et des problématiques de stockage de scories métallurgiques qui contiennent encore éventuellement quelques pourcentages d'antimoine et de métaux associés, comme par exemple de l'arsenic. Et enfin, pour terminer, donc la partie dossier réalité terrain, le district de Brioude-Massiac, où l'antimoine ne connaît pas les frontières administratives, puisque Brioude est en Haute-Loire et Massiac est dans le Cantal. Ça se situe donc dans cette partie de la France. Du point de vue du contexte géologique, pour ceux qui connaissent, hein, on est dans le Haut-Allier avec toute la vallée de la Lannion, le complexe leptino-amphibolique, donc des gneiss hercyniens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce secteur, on a eu des exploitations gallo-romaines. Alors, pas forcément pour l'antimoine, parce que on était plus sur des filons polymétalliques, qui contiennent de l'argent. Et on a une reprise courant XVIIe siècle pour l'antimoine, et on a de nombreuses mines, champs filoniens et fonderies. J'ai présenté et proposé dans le dossier un petit itinéraire qui permet de voir soit d'anciennes mines et de fonderies, soit des panoramas illustrés pour voir la différence entre comment c'était quand il y avait des fonderies actives et à quoi ça ressemble maintenant. Et en particulier d'aller voir la mine de Dahu et la mine des Anglais à l'est de Massiac, qui est vraiment un endroit remarquable. Du point de vue de la minéralogie, la mine de Dahu a livré des cristaux de stibine de plusieurs centimètres de long. Et la mine des Anglais, en fait, le don des Anglais, on comprend pas bien pourquoi il est apparu, parce que le lieu-dit s'appelle la Minère. Donc c'est ici que les Romains ont travaillé. Et il y a une grande tranchée à flanc de coteau qui doit faire peut-être une centaine de mètres de long. Il y a un puits, il y a des galeries donc de l'époque gallo-romaine qui ont été étudiées par des archéologues. Et la particularité, c'est qu'on a deux typologies de filons. On a des filons à quartz stibine et un autre filon qui est séquent, c'est celui des Anglais. Donc on a une gangue à barytine quartz et sulfo-antimonure de plomb et cuivre et proportions intéressantes d'argent, ce qui a sûrement intéressé donc nos ancêtres les Romains et les Gaulois. Et également dans ce district, il est lié à l'histoire d'un industriel, Emmanuel Châtillon, qui a développé son industrie minière et métallurgique avec l'invention du grillage oxydant, qui a permis de traiter les minerais pauvres et de vraiment dynamiser, d'impulser la métallurgie dans la région de Brioude-Massiac. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le panorama de tout ce qui est présenté dans ce dossier et j'espère que ça, pour les personnes qui m'écoutent, ça vous donnera envie de vous le procurer. Et également, pour en savoir plus, pour les personnes qui auraient déjà lu ce dossier, il existe un certain nombre d'ouvrages sur la mine d'or et d'antimoine de la Lucette, sur l'antimoine en Haute-Loire. Enfin, on peut trouver pas mal de choses et ce sont vraiment des documents très riches et très complets du point de vue histoire, du point de vue minéralogie, du point de vue métallurgie.
Et je ne peux pas terminer sans remercier naturellement les contributeurs, qu'ils soient rédacteurs, photographes ou par le prêt d'échantillons pour illustrer le dossier. Donc normalement, j'ai oublié personne, tout le monde se reconnaîtra. Encore merci à tous et un grand merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci à toi, Vincent. Du coup, j'invite les auditeurs éventuellement à rentrer leurs questions dans le fil de discussion. Je vais arrêter le partage. Bon, je ne vois pas de questions. A priori, il n'y a pas de questions qui viennent. On va laisser le Attends, il y a eu une main levée. Je ne vois pas, en fait. Michel Faure lève la main. Alors, je ne sais pas s'il est possible de donner éventuellement la parole à Michel. Ah, attends, je le vois apparaître. Je ne sais pas, là, ça me va pas très bien. Ouais, on l'entend, Michel. Ouais, bonjour. Me voir, ce n'est pas indispensable. Mais bonjour Thierry, Vincent, parce qu'on se connaît de longue date, mais oui. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bien, bravo pour cette présentation très intéressante. Je suis abonné à Géochronique, malheureusement, je n'ai jamais reçu ce numéro par la poste. Donc voilà, mais donc j'ai appris des choses. J'avais une petite question à propos de la source de l'antimoine. Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est dans les métasédiments, à propos du Massif central notamment, est-ce qu'il s'est lié au Pluton? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, n'étant pas métallogéniste, je vais parler sous couvert de ce qu'ont rédigé Anthony Pochon et Eric Glohagen, mais effectivement, il parle bien de la remobilisation de l'antimoine qui est contenue dans les métasédiments. Et comme je l'avais souligné, à partir du faciès amphibolite, on a une remobilisation. S'il y a un métallogéniste parmi l'audience, je suis tout à fait preneur de... Je peux apporter une précision. Donc, ce qui est montré notamment dans le domaine armoricain, c'est la relation entre des intrusions basiques et les gîtes d'antimoine. Donc, c'est plus que les métasédiments, c'est plus en fait de la remobilisation à partir de ces formations basiques. Et une des hypothèses qu'on pourrait imaginer pour le Massif central, c'est le lien éventuellement avec certaines métabasites comme dans le complexe leptino-amphibolique. Oui, c'est clair que du coup, pour le complexe leptino-amphibolique, là, on est vraiment dans le même secteur sur Brioude de Massiac. Oui, sauf que les minéralisations, elles sont dans l'unité inférieure des gneiss plutôt que dans l'unité supérieure, là où il y a le complexe leptino-amphibolique. Je connais ces gisements, parce qu'il se trouve qu'il y a eu une thèse de Florent Cheval, Garabédian récemment, et qu'on a publié dans le bulletin, justement, de la société, un truc sur ces filons. Donc les filons, nous, on les voit associés à des filons aplitiques d'un Pluton qu'on ne voit pas, mais on présume, il faudrait faire des études du chimique poussé, mais on présume que c'est lié à des fluides tardis magmatiques. Mais la question qui m'intéressait, c'était la source de l'antimoine. Ceci dit, ça ne change rien, que ce soit dans l'unité inférieure ou l'unité supérieure. Les protolithes sont quasiment identiques. Donc, OK, j'accepte ça. L'antimoine est donc dans les sédiments. C'est ce que j'ai retenu de ce que tu viens de dire, et Jérémy. Alors moi, au niveau du district de Brioude de Massiac, je connais une seule occurrence, c'est à côté de Langeac. Il y a quelques petites minéralisations qui ont été exploitées en antimoine, notamment dans le secteur de Barlay. Et là, on a
c'est assez intéressant parce que structurellement parlant, on a quand même des niveaux assez riches en amphibolites qui sont localisés sous l'encaissant en fait, des minéralisations filoniennes. Okay. Oui, effectivement, dans la région de Barley, quand tu remontes à peine au sud, quand tu es dans la vallée de la Dège, tu as énormément de niveaux amphibolitiques, effectivement. Exact. Et du point de vue structural, d'ailleurs, c'est bien compliqué le gisement de Barley. Enfin, entre les minéralisations à fluorine, à antimoine, le bassin houillé, enfin, ça a bien circulé du point de vue fluide là dans ce secteur-là. Alors, Michel, je lis un commentaire de la SGF qui invite à venir récupérer l'exemplaire non réceptionné. Oui, merci, c'est gentil. La prochaine fois que tu passes dans la maison de la géologie. D'accord. Voilà, j'ai vu aussi un autre commentaire qui peut peut-être appeler un peu de précision. Donc, je ne vois pas le nom de la personne. Michel, c'est Michel P. Après, je ne vois pas. Donc, c'est bonjour. Pour compléter ce dossier, mon association gère des anciennes mines d'or et d'antimoine aurifères à Bissieux, dans la Loire. Donc, voilà, peut-être. Michel Pouzadou, apparemment. Donc, peut-être il serait peut-être intéressant qu'on ait le nom de l'association pour les auditeurs. Donc, éventuellement, vous pouvez le mettre dans le fil de discussion. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question ou intervenir. Il est tout à fait possible aussi de lever la main. Mine d'or de Bissieux, ouais, bon, je pense qu'on doit pouvoir trouver en cherchant sur Internet. Je regarderai, j'avoue que je connaissais pas. En fait, c'est vrai qu'on connaît les grands noms, si j'ose dire, les grands districts, les grandes mines, mais il faut pas oublier qu'il y a pu y avoir à minima des recherches ou des exploitations un peu plus sporadiques avec de plus faibles tonnages. Voilà, donc il est noté que l'intérêt, c'est que les filons sont accessibles, effectivement. Ah, c'est intéressant, effectivement. C'est intéressant. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on en arrête là. Voilà, donc il nous a indiqué qu'il n'y a pas de questions sur la chaîne YouTube. Donc, en tout cas, merci aux auditeurs. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Vincent, déjà pour la présentation et puis surtout pour coordonner ce dossier. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous le procurer via la boutique de la SGF. Voilà, un panel assez complet de l'antimoine, comme l'a montré Vincent dans cette présentation. Merci à vous et puis bon après-midi. Bon après-midi. Allez, au revoir.